Bienvenue dans On s'engueule pas, le podcast politique où on a des discussions passionnées entre amis, et non, on s'engueule pas. Et bonjour tout le monde. Salut. Bonjour, ça y est, c'est notre premier podcast. On y est. Ah, enfin. Alors, de quoi ça a parlé? On s'était dit que pour ce premier épisode d'un podcast de gauche sur des idées de gauche, on ferait bien de commencer par parler de c'est quoi la gauche? Ça me paraît pas mal. Et du coup, on s'était dit qu'on allait faire un peu de rappel historique, voir d'où ça venait la gauche, parler un peu de termes bizarres, et d'expliquer ce que c'est que les valeurs de la gauche, un peu parler de nous, et voilà. Ouais, faut pas oublier, on va finir par un petit jeu, ça pourrait être sympa. Alors, je vous propose déjà de se présenter un par un, histoire un petit peu qu'on sache à qui on a affaire. Comme d'habitude, qui est-ce qui veut commencer? Moi, je veux bien. Allez, Laurent, présente-toi. 36 ans, je viens de la classe moyenne. Ma mère était catégorie C de la fonction publique et mon père était A. Donc si on fait la moyenne, ça fait B, donc c'est le milieu. J'habite une ville moyenne de province. Je suis de taille moyenne et j'ai un indice de masse corporelle qui est vraiment au milieu de la moyenne. Voilà. Pour parler de mon parcours un peu, après 2 masters, j'ai essayé le salariat en tant que chef de projet web. Métier dans lequel je n'ai pas tenu, et en fait après j'ai bifurqué vers le précariat en devenant un artiste-auteur. Donc j'écris des romans principalement, et j'en suis à mon 5e, et souvent on peut dire qu'il parle de sujets politiques. En ce qui concerne ma politisation, moi je pense que je me suis éveillé politiquement en regardant mon papa socialiste, ancien trotskiste, qui gueulait devant la télé, quoi. S'énervait devant ce que certains politiques pouvaient dire et tout, et moi ça a piqué ma curiosité à ce sujet, et je pense que c'est vraiment le truc qui m'a lancé. Et après, ça serait vraiment long de résumer tout mon parcours politique. Mais je peux évoquer des dates. Je peux évoquer genre 2002, avec Le Pen qui passe au second tour. Je peux évoquer 2005, où il y a la Constitution pour l'Europe. C'est aussi mes premières manifs. 2006, alors là, gros truc, parce que c'est la mobilisation contre le CPE. Donc là, il y a un gros moment de politisation. 2007 où je vote pour la première fois pour Ségolène Royal, et je bloque ma fac aussi. Après il y a toute la période Sarkozy où quand on est de gauche on est surtout anti-Sarko, et après 2008 crise financière où c'est là on commence à se dire que peut-être que le capitalisme c'est vraiment de la merde, et après 2012 premier vote pour Mélenchon parce que je m'étais déjà renseigné sur la gauche de droite et qu'il y avait une certaine partie de la gauche qui était libérale, je m'étais renseigné là-dessus. Après 2016, loi travail. 2017, vote Méluche, Macron élu. Et après, j'ai envie de dire, la politisation n'a pas arrêté parce qu'après, c'est vraiment toutes les années, il y a eu des trucs, quoi. 2018, Gilets jaunes. 2019, manif contre les retraites. 2020, le Covid. 2021 aussi. 2022, autre élection. 2023, manif contre les retraites. 2024, dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Ça n'a pas arrêté. Et j'ai pas arrêté de me politiser, et je pense que, comme je disais au début, mon père était socialiste, et moi j'ai pas arrêté d'aller plus vers la gauche encore. Voilà, et je pense que maintenant c'est plus moi qui influence mon père qu'il ne m'a influencé avant. Voilà, à vous les studios. Ok, merci. On passe le tour alors. Ludo, tu veux y aller? Bon, en parler avec Laurent, moi je suis pas du tout de classe moyenne, je suis plutôt dans la classe, on va dire, très pauvre, je suis plutôt un jeune de cité. Et du coup, j'ai été très vite confronté à la pauvreté assez forte, on va dire. Je la subissais tous les jours, mais autour de moi, j'entendais quand même pas mal, hors famille, mais plutôt des profs, des amis de famille ou autres, qui me faisaient comprendre qu'en fait, la gauche et la politique, c'était un des rares trucs qui pouvait nous aider, notre famille, et m'aider à sortir de cette merde, on va dire. Et du coup, très très jeune, je me suis intéressé à ça. Et j'ai commencé à creuser un petit peu et je me renseignais, mais comme un enfant peut se renseigner pour essayer plutôt de comprendre pourquoi c'était important. Et ma famille, ma mère en l'occurrence, était très peu politisée, elle. Et du coup, voyant que je m'intéressais, dès 2002, elle a commencé à m'aider à m'intéresser à ça. Et j'ai commencé un peu à voter à sa place, en fait, dès 2002. Parce qu'elle voyait que j'étais plus intéressé qu'elle. Et donc, depuis 2002, je vote pour elle, on va dire. Et donc, moi, j'avais 14 ans, donc j'étais assez jeune, pour le coup. Mais ça m'intéressait, et donc, pour pas reciter les éléments que Laurent a cités, mais oui, 2005, très important. 2006, donc, les mobilisations CPE, aussi, ça nous a tous boostés politiquement.
la gauche de notre génération en tout cas. Et ensuite, toutes les manifs à la suite jusqu'à maintenant. Donc, mon rapport à la politique, moi, il est plus, et à la gauche surtout, c'est je suis l'actualité, on va dire, tous les jours pour me renseigner, pour voir comment ça évolue. Et je passe mon temps, en fait, à essayer de convaincre et expliquer la politique à mon environnement très proche, familial et ami. Et c'est comme ça que je vois la politique en général. Une Ok. sorte de vision très proche avec les gens et leur expliquer et essayer de discuter entre nous sur comment les choses se passent. Beaucoup dans l'échange et dans le contact. Ok. Ok. Donc moi c'est Mathieu. Je pensais pas qu'on ferait les présentations aussi longues. Alors j'ai pas du tout réfléchi à mon histoire politique. Alors, ça va être un peu à l'arrache. Bon, moi je viens d'une famille aussi un peu classe moyenne. Mes parents sont vaguement de gauche. Je pense que j'ai été élevé avec des valeurs plutôt de gauche, même si c'était pas vraiment quelque chose de très très théorisé chez mes parents, je pense, surtout chez ma mère. Dans la politisation, ouais, je peux dire aussi 2005, la Constitution européenne, et 2006, donc les manifs, où on peut dire qu'en fait, on était déjà tous ensemble, en fait, les quatre qui sont là, à ce moment-là, dans le même lycée, à bloquer notre lycée. Donc là, c'est vraiment un gros bond de politisation. Et ensuite, je me suis de plus en plus intéressé à la politique. On a fait effectivement les manifs à la fac plusieurs fois. Pour moi, un moment où ça a basculé, c'est quand moi j'ai fini mes études et ensuite j'étais à Paris en 2011, 2011-2012. Et en fait, c'est là où je suis tombé sur les punks anarchistes squatteurs à Paris, qui m'a un peu fait vriller en fait mon idée de politique plus sur des trucs anarchistes et ultra-gauche. Et puis, dans les années qui ont suivi, euh, j'ai été, j'ai commencé à être de plus en plus militant en fait dans ces milieux-là. Puis j'ai pas mal été à l'étranger. Donc, j'habite maintenant là je suis en Allemagne par exemple, je suis pas en France. J'ai habité dans plusieurs pays et du coup par exemple j'ai passé 4 ans à Athènes en Grèce où j'étais vraiment dans le milieu anar. Puis voilà, puis aujourd'hui, je m'organise dans les centres sociaux autogérés. Je fais des manifs régulièrement. En fait, la plupart des gens dans mon entourage sont des gens très très politisés dans l'ultra-gauche, on va dire, en gros. Et voilà, il nous en reste plus qu'un. Et il ne reste plus qu'un. Alors moi, mes amis m'appellent Poulpe, alors je vais me présenter en tant que Poulpe. Finalement, je pense que comparé à vous trois, je me suis politisé relativement tard. On a tous à peu près le même âge, hein. Laurent a dit son âge, on a tous entre 35 et 36 ans. Moi, ma politisation, je la daterais de 2019 presque. Alors forcément, on s'est beaucoup investi en 2006, comme on en a parlé lors des blocus des lycéens. Et on a toujours parlé politique entre nous, mais c'est vrai que mon intérêt pour la politique et mon militantisme, ils sont beaucoup plus jeunes que vous tous. Moi, je suis issu d'un milieu moyenne classe aussi, un père prof, une mère au foyer, puis finalement qui va devenir fonctionnaire. Donc très peu d'intérêt pour la politique dans ma famille, très peu d'intérêt, moi, dans mes habitudes. J'ai voté par devoir de citoyen quand j'ai pu, mais je m'y intéressais très peu. Et finalement, c'est une rencontre professionnelle dans le collège où je travaillais, puisque je suis prof, et j'ai découvert le syndicalisme. Et c'est vraiment ça qui m'a politisé. J'ai découvert plein de valeurs de la gauche que je connaissais en théorie de par nos discussions, mais que j'ai vu en application sur le terrain. Et c'est vraiment ça qui a enclenché, on va dire, mon intérêt pour la politique. C'est la mise en place sur le terrain de toutes les discussions qu'on a eues pendant les 10-15 ans avant. Donc, moi, je suis devenu syndiqué à la CGT en 2019 et je me suis mis à participer et même à organiser les manifestations là où je travaillais, d'abord en Haute-Marne et puis ensuite dans le Loiret. Finalement, aujourd'hui, comme Laurent disait, on a un peu l'impression que chaque année, il y a une actu politique. Et je pense que c'est ça qui a attisé aussi mon intérêt et ma curiosité pour la politique. Et bah, c'est aussi ça qui fait que on se retrouve à faire ce podcast aujourd'hui, hein, finalement.
c'est toutes ces discussions politiques qu'on a, tous ces débats politiques qu'on écoute et qu'on entend, et ben, on se retrouve finalement à vouloir partager nous aussi un petit peu les choses dont on discute dans la sphère privée. Voilà. Ouais, non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi, c'est vrai que je me sens vieux politiquement, quoi, maintenant. Ouais. Parce que je me dis, j'ai commencé super tôt, la première manif en 2005. Et toi, tu dis, toi, c'est 2019, donc je me dis, mais toi, en fait, t'es jeune dans la politique. Ah, mais moi, je suis un bébé militant. Hein. Il était quand même dans un environnement super politisé pendant ses 14 ans, quoi. Avec nous autour. Ouais, parce que Poulpe, faut le dire, c'était quand même le gars qui voulait nous contredire, quoi. Hmm. Il aimait bien troller. Ouais, dans les débats, j'avais pas tellement d'arguments, je me positionnais contre vous. Ça me faisait péter les câbles, tu vois. Parce que moi, je comprends pas trop le troll, des fois. Et c'est que après, où vraiment, ouais, j'ai senti un changement, une politisation, effectivement, vers 2019 et tout. J'ai envie de dire, c'est intéressant, puisque vous parlez de votre politisation. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui représente la gauche? On est dans le thème, c'est quoi la gauche? Alors, comment est-ce que vous voyez la gauche de par vos différentes expériences? Je peux en parler. Tu peux en parler. Vas-y, parle-nous un petit peu de ta conception de la gauche. Bah en plus, j'ai un exemple récent d'un jeu qu'on a tous fait ici, je crois, qui s'appelle Scales. En jouant à ce jeu, je me suis dit, en fait, je vais vous faire chier pour vos définitions après, parce qu'on peut pas dire que la gauche c'est ça. Parce que ce serait, en fait, une définition essentialiste, c'est-à-dire un truc fixe, quoi. C'est-à-dire, la gauche, ça a une essence, quoi. Ça a une nature, et c'est ça, quoi, tu vois. Alors que dans ce jeu, le premier truc qui différencie en fait où tu te situes politiquement, c'est est-ce que t'es plutôt essentialiste ou constructiviste. Et forcément, si t'es de gauche, t'es constructiviste. Parce que tu penses que les choses ne sont pas fixes, tu penses qu'il n'y a pas de nature humaine, par exemple, quoi. Tu vois, tu penses qu'on est construit socialement, qu'on est produit de notre environnement. Et du coup, si les choses ne sont pas fixes, ça veut dire que les distinctions en fait entre êtres humains n'ont pas lieu d'être, puisque tout peut changer en fait. Il n'y a pas forcément des riches et forcément des pauvres. C'est pas un truc qui est donné. Et donc si les choses ne sont pas fixes, ça veut dire que les choses peuvent être améliorées en fait. Et ça c'est le deuxième point je pense de la gauche, c'est-à-dire le progressisme. Comme les choses peuvent être améliorées, alors on est pour le progrès social. Si les gens sont le produit de leur environnement, alors on peut changer cet environnement pour avoir plus d'égalité. Moi c'est ça, je pense deux trucs importants, c'est que la gauche c'est pas l'essentialisme, c'est le constructivisme. Et c'est le progressisme. Comme on croit que les choses peuvent changer, ben on va faire en sorte qu'elles changent quoi. C'est quoi l'inverse du progressisme? Le Conservatisme. Le conservatisme. Ouais, j'ai envie de dire que Laurent, tu m'ôtes mes mots de la bouche un petit peu. Peut-être t'as lu les mêmes choses que moi, je sais pas. Et je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pourrais rajouter quelques trucs là-dessus. Déjà, c'est que la gauche, c'est un peu, ça dépend un peu du contexte des fois. On peut se dire. Par exemple, si Macron en France, il est de droite, s'il était aux États-Unis, il serait peut-être de gauche entre guillemets. Oui. Ce qui est de gauche, ça dépend aussi toujours un peu de l'époque et du contexte. Et, Ouais. Et de là où on est, quoi. Mais je suis quand même d'accord avec toi, et je pense que Bah ça va dans le sens de ce que je dis pour moi, mais bon. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même des trucs qui sont en fait de base. Et ce que tu dis, par exemple, sur le fait d'être constructiviste plutôt qu'essentialiste. Donc, penser que les comportements humains sont plus affectés par notre environnement que par notre nature. C'est un truc essentiel en fait de la gauche. C'est un truc. Je dis que c'est essentiel. Ouais, le constructivisme, voilà, c'est essentiel. Mais je pense que c'est. En fait, de là dérive plein de trucs. Et par exemple, le progressisme. Mais je rajouterais un truc qui est marrant, c'est en fait cette histoire entre l'égalité et la liberté. Souvent, on voit que la gauche prône en fait une espèce d'égalité. Être pour l'égalité, c'est un peu plus de gauche, et être pour la liberté, c'est un peu plus de droite. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué, et j'ai envie de dire être pour l'anarchisme, c'est être pour les deux en même temps. Mais on voit que si tu es en situation, il y a un moment donné où tu dois faire un choix entre l'égalité et la liberté. Si tu es de gauche, tu vas sacrifier peut-être une liberté pour plus d'égalité. Par exemple, il y a un salaire minimum. Il y a un salaire minimum, donc tu n'as pas la liberté de payer les gens comme tu veux, parce que on estime qu'il faut qu'il y ait une répartition des richesses pour avoir plus d'égalité financière entre les gens. Donc, à ce moment-là, on restreint un petit peu une liberté pour avoir plus d'égalité. Alors que, et ça, c'est un truc de gauche. Un truc de droite, ça serait d'avoir moins d'égalité pour avoir plus de liberté. Voilà. Après, il y a d'autres trucs aussi. Par exemple, dans les valeurs un peu de gauche, je pense qu'il y a un truc, l'universalisme. C'est-à-dire penser que tous les êtres humains se valent et en fait, c'est pas grave de là où on est. Que c'est un truc un peu plus de gauche qui introduit plein de trucs du style
eh ben, on est pour l'accueil, par exemple, des personnes étrangères, des immigrés, des réfugiés, parce que on se dit, ben, il y a pas de raison qu'ils aient moins de droits que nous, alors que le nationalisme, qui serait l'inverse de l'universalisme, c'est un peu plus un truc de droite, dans le sens où, eh ben, parce qu'on est en France ou parce qu'on est en Europe, eh ben, on devrait avoir plus de droits, plus de valeurs que les autres. Putain, on drop déjà Mm. plein de gros mots là, universalisme, Non, mais c'est pas mal. constructivisme. Ludo, tu veux peut-être Ouais, préciser, toi? ouais, moi je suis totalement d'accord avec les deux autres, forcément, surtout sur la partie internationaliste. Ah bah, va pas beaucoup s'engueuler, hein. On va pas du tout s'engueuler. Ça vient, ça vient. Non, mais j'aime bien voir la politique de gauche comme une politique qui dézoome un petit peu, qui est moins sur le personnel et qui regarde les situations de manière un peu plus globale et qui essaye de réfléchir et manager avec ça, quoi. Tout à l'heure, tu parlais d'égalité, mais plutôt d'équité. Essayer de dézoomer et pas se concentrer sur des cas uniques. Plus une approche sociologique, en fait, du truc, pour moi. Oui, c'est pas individualiste. Individualiste, on est plus dans la droite. Exactement. Du coup, l'écologie, c'est un truc de gauche. Ah, Ah. mais on n'en est pas là encore. Ah merde, On pardon. en Non, mais parlera c'est après. une bonne question. Non, mais alors, moi, peut-être avec moins de précision que vous, quand je me dis c'est quoi la gauche, on m'avait dit une phrase au début de mon militantisme à la CGT, alors qui parlait des cotisations, mais je trouve qu'il représente bien la gauche. C'est le fait que tout le monde doit participer à hauteur de ses moyens, mais tout le monde doit recevoir à hauteur de ses besoins. Ah, je la connais. Eh ouais, non, mais elle est connue. Mm. Il y a plein de gens qui l'ont repris et tout. J'ai même vu qu'il y avait des origines religieuses à cette phrase. Donc, ça fait très longtemps que ça existe. Mais il y a ce côté un petit peu de... On aplanit, on redonne en fonction de ce qu'il y a besoin. Mais il y a quand même ce côté, on participe tous. Pour moi, la gauche, c'est quand même plutôt l'action collective, là où la droite, il y a plutôt on suit le chef, quoi. Alors après, je sais qu'il peut y avoir des chefs dans la gauche, on va parler des bolcheviks, on va parler de tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une idée de on participe tous à élaborer la société, et ensuite la société nous rend en fonction de ce dont on a besoin. Et pour l'instant, c'est comme ça que je vois la gauche, en tout cas ce qu'elle devrait être, et ce que j'ai l'impression qu'elle est et qu'elle peut être peu en France, puisque un des grands marqueurs pour moi de cette phrase, c'est la sécurité sociale comme elle a été construite à l'époque, la protection sociale, où on cotise en fonction du salaire qu'on gagne, mais par contre on reçoit en fonction des soins dont on a besoin. Et ça, c'est vachement de gauche. On commence à parler de plein de trucs là. Et je pense qu'on pourrait faire un petit récap, en fait, historique. Et je pense qu'on pourrait repartir d'où ça a commencé, cette espèce de clivage gauche-droite et de cette définition de la gauche. Et essayer de voir un petit peu en survolant, parce que comme on disait, hein, on n'est pas du tout des experts de rien, mais c'est un peu pour partager nos différentes visions. Alors pourquoi est-ce qu'on dit gauche et droite? C'est ça, finalement. D'où ça vient cette histoire? D'où ça vient? Moi, j'ai un peu bossé le sujet, c'est un grand mot. Mais en gros, ça vient de la Révolution française. Cocorico. Ah putain, il nous fait chier avec son cocorico. Il nous fait chier, hein. Ah déjà, il n'est pas universaliste. Ah non, non, non. Cocorico, la France, voilà. C'est trop de la balle, c'est trop bien. D'accord. C'est trop bien. Alors, la Révolution française. C'est vraiment à l'occasion des États généraux en fait de 1789 que c'est apparu le droite et la gauche et c'est vraiment un truc pratico-pratique. C'est où les députés s'asseyaient en séance à l'Assemblée nationale par rapport au président de séance en fait. Donc il y en avait ceux qui étaient à droite, c'était pour défendre la monarchie et défendre la religion. À gauche, c'était plutôt en faveur d'une constitution et pour limiter les pouvoirs du roi et pour limiter les pouvoirs de la religion et des nobles, etc. Et apparemment, c'était aussi un côté vraiment pratique, c'était pour départager les votes, quoi. C'était plus facile de compter les votes si tu voyais les groupes qui étaient à peu près d'accord. Si tu les voyais plutôt à droite ou plutôt à gauche, c'était plus facile. Et aussi, ça a évité que les gens se prennent le bec, en fait, dans l'Assemblée nationale. Si on mettait un peu les gens du même avis... Ensemble. Ah, c'est pour ensemble, éviter quoi. de se taper. Mais alors, moi, ce que je Ouais. comprends pas, parce que la République française, issue de la Révolution française, Alors attends, je t'arrête parce qu'à cette époque, ils étaient même pas pour l'abolition de la monarchie, hein, en 1780. Oui, alors d'ailleurs, moi je veux même un détail, j'ai vu qu'en fait, tu as parlé du président de l'Assemblée, moi j'ai vu qu'en fait c'était même à droite et à gauche du roi. Non, justement, pour moi, la partie droite, c'est ceux qui étaient plutôt pour un veto du roi. Ouais, c'est ça. Que le roi puisse faire un veto à la constituante, enfin à la première assemblée. Et du coup, c'est ceux qui voulaient encore un contrôle du roi.
Donc c'est plutôt le président pour moi. Ouais, il voulait que le roi conserve ses pouvoirs. Hein. On est dans la conservation déjà. Hein. C'est ça, on est pour l'autorité du roi et le conservatisme, quoi. Et du coup, cette tradition s'est conservée en fait dans toutes les assemblées par la suite. Ouais. Les gens qui étaient en faveur plus de la République étaient plus à gauche. Et alors, ils étaient à droite aussi, ceux qui étaient pour la monarchie, etc. Et après, il y a eu des nuances qui se... Et le truc s'est exporté, hein, vraiment, dans toute l'Europe en plus. Ouais, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore le terme trop, quoi. Il y avait la position vraiment. On n'utilisait pas la gauche, quoi, Eh oui. comme terme. J'ai pas envie de me gourer dans la figure de style que c'est, mais oui, c'est devenu une métaphore. Ouais. Une métaphore pour désigner un ensemble d'idées politiques, en fait. Il prend des risques. Et des idées qui ont évolué avec le temps. Et sauf, j'ai vu que d'ailleurs ça s'était exporté un peu partout, sauf en Angleterre, qui veulent jamais faire comme les autres, et c'est un peu l'inverse. En fait, non, c'est parce que ceux qui sont à droite, ils sont toujours du même bord que le pouvoir en place. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est pas mal comme logique aussi. Hein. Moi, je me disais, la République aux États-Unis, je sais pas si ça s'appelait République à l'époque, mais c'est plus vieux que la Révolution française. Oui, 1776. Alors est-ce que Ouais. oui. Et il n'y avait pas Déjà- ce concept de gauche-droite là-bas? Non, d'ailleurs, j'ai même vu que cette espèce de truc qu'on a de gauche-droite qui se calque bien en Europe un peu partout, aux États-Unis, ça a mis très longtemps à venir en fait. Tu regardes un peu les historiques des partis démocrates et républicains, c'est un peu plus le bordel niveau idéologie. D'ailleurs, le parti républicain, par exemple, ils étaient plus de gauche, on va dire, il y a 150 ans, et aujourd'hui, c'est de droite. Donc, et j'ai vu qu'aux États-Unis, justement, ça arrive très tard. Aujourd'hui, on peut bien voir, ça calque bien, les républicains démocrates, c'est un peu gauche et droite, quoi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, c'est Ok. récent. Lincoln, il était républicain à l'époque, par exemple. C'est ça. Alors qu'il était pour l'abolition de l'esclavage. D'accord, mais alors si ça s'appelait pas gauche et droite, ça s'appelait comment? Parce qu'il y avait... Nous, on avait vu les montagnards, les... C'est ça, c'est les Oui, montagnards, il y les avait jacobins? c'est ça. Il y avait des partis d'époque, mais le terme gauche-droite, c'est arrivé beaucoup plus tard. Ça doit être révolution industrielle ou quelque chose comme ça, avant qu'on l'utilise vraiment. Moi, j'ai lu que c'était pendant la Restauration, quoi. Ah, peut-être Ouais, restauration avant, J'ai mais vu pareil aussi que c'était à ce moment-là que ça se cristallise. Avant, il y avait les montagnards, les girondins, et ceux qu'on parle jamais, c'est la plaine. Ceux qui étaient au milieu, c'était les centristes. Vraiment, il s'appelait La Plaine. Alors, Ils quel- étaient vachement plus nombreux, d'ailleurs, que les deux autres. Mais tu vois, ils se laissaient influencer, en fait, par les uns ou les autres, quoi. C'était un peu ça, quoi, tu vois. Et les montagnards, d'ailleurs, parce qu'ils s'asseyaient plus en haut des bancs, en fait, de l'Assemblée. Ah ouais. Et les montagnards, du coup, c'était plus des gens de droite ou de gauche? C'était plus de gauche. C'était Robespierre et tout. Ah. Et donc les Jacobins, c'est pas ça. Alors les Jacobins, c'est un club. En fait, les montagnards, c'était plus vraiment où ils étaient assis dans l'Assemblée. Et en fait, à cette époque, il y avait des clubs. Donc c'est des gens qui se réunissaient en dehors de l'Assemblée en fait pour discuter de politique. Et le club des Jacobins, c'était justement un club très influent dans l'Assemblée nationale. Et oui, eux, c'était. Alors, on dit de gauche, mais justement, on va en parler de l'évolution, parce qu'à l'époque, de gauche, ça voulait dire, c'était républicain, quoi. C'était la République. Ouais. C'était plus ça là, dont il était question à l'époque. plus par opposition au roi, quoi. Ouais, voilà. À l'époque, alors il y en a qui étaient un peu plus de gauche déjà, mais on va dire c'était des précurseurs, quoi, je lâche un deuxième gros mot, du socialisme. On en a beaucoup plus que deux gros mots. Hein. Et, en fait, à l'époque, il n'est pas question de socialisme, mais c'est plus d'effacer ces distinctions basées sur le sang, en fait, basées sur l'hérédité. Le roi c'est plus un monarque absolu de droit divin. Les nobles, c'est plus des seigneurs qui règnent sur des serfs, quoi, tu vois. Et la religion, c'est plus un organe de pouvoir qui contrôle les vies, quoi, tu vois. Et on essaye d'inventer un nouveau système qui ne se base plus sur ces distinctions-là de sang, en fait. Donc c'est déjà ça, en premier lieu, pour moi, c'est ça, la gauche au début, quoi. Bah oui, mais d'ailleurs, pour partir un peu de la Révolution française, là, parce que on va s'égarer sinon. Moi, j'ai l'impression que ça change, en fait, ce côté-là, courant 19e, avec la Révolution industrielle, en fait, qui fait que c'est un changement de société en profondeur, où il y a une espèce d'exode rural, les villes deviennent le centre de la vie, il y a les usines, au lieu d'avoir des gens qui sont plus à faire des travaux agricoles, on commence à voir apparaître les ouvriers, et ça change. Je crois qu'il y a un mot pour ça, et ça commence par C. Bonne classe ouvrière qui se crée. Hein. Ah, ouais, c'est ça, les classes. Ouais. Je pense pas à classe, mais ça marche aussi, ouais. Ah, tu pensais à quoi? Bah, capitalisme. Ah oui. Ah, ça, ouais. Là, je pense que t'es en train de dire que c'est le capitalisme qui démarre, quoi. Bah, le capitalisme, c'est le système économique.
à lire. Mais il y a ce changement de société qui fait qu'il y a une espèce d'organisation en classe qui va avec, en fait. Bah oui, mais c'est l'organisation de la production qui crée ces classes. Justement, la Révolution française est une révolution bourgeoise, en fait. C'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir par rapport aux nobles et au clergé. Oui, ce que j'avais vu, c'est le renversement de l'aristocratie par la bourgeoisie. Après, c'est une lecture marxiste, un autre gros mot, euh, de la Révolution. Mais du coup, c'est une fois que la bourgeoisie est au pouvoir et qu'a instauré le système capitaliste, parce que les bourgeois, voilà, c'est des propriétaires d'usines, ils mettent les gens au travail, et ça crée des nouvelles classes sociales. Et forcément, ils se posent des problématiques nouvelles pour les travailleurs, et c'est ça qui fait que la gauche, qui avait des préoccupations républicaines, va évoluer vers des préoccupations socialistes. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Ouais. Alors là, je vais même prêcher par ma paroisse. En 1840, avant même que Marx ait écrit le manifeste du Parti communiste, Proudhon, en France, se définit comme anarchiste et commence à lancer ces espèces de bases de... Ça s'appelle pas encore la lutte des classes, mais en fait, c'est lui qui a influencé Marx. Enfin, Marx se dit influencé par Proudhon. Et c'est que, je crois, 8 ans après, en 1848, il me semble, il y a le manifeste du Parti communiste de Marx qui sort. Bah, Proudhon, oui, c'est un anarchiste français. Et en fait, bah, c'était un peu le fight avec Marx. Justement, Proudhon et Marx, jeunes, bah, c'était à l'époque où, justement, les idées socialistes apparaissent. On peut pas se laisser faire par les bourgeois, etc. Faut s'organiser, quoi. Tu vois. Et déjà, Marx s'oppose à Proudhon, en fait. Parce que Proudhon, il a écrit un bouquin qui s'appelle Philosophie de la misère. Et Marx, en boutade, il fait une réplique qui s'appelle Misère de la philosophie, quoi. Pour aligner Proudhon, quoi, tu vois. Pour moi, Marx, c'est le gars qui va organiser le mouvement socialiste, en fait. Il va lui fournir une théorie, il va structurer la pensée de ce que c'est le socialisme. Et je pense que oui, l'ouvrage déterminant, c'est le manifeste du Parti communiste. Déjà, il va donner un nom au programme politique, en fait, du socialisme. Et lui, il l'appelle communiste. Et moi, je vois ça comme ça. Bah, si on peut continuer un peu sur l'historique, pour moi, c'est ça, c'est que il y a un groupe qui est les socialistes qui est très large, qui peut être considéré jusqu'aux anarchistes et les écrits de Marx aussi, et un peu partout en Europe, en tout cas dans France, Angleterre, Allemagne, Italie et autres, et ils commencent à se regrouper avec la première internationale de base. C'est milieu du 19e siècle, je pense. C'est après les écrits de Marx, c'est bien sûr. Ouais, voilà, ça découle de ça. Mais il y a aussi les anarchistes qui sont dans le tas pour moi. Il y a pas que... C'est la fin de la première internationale qui fait la scission entre les anarchistes et les partisans plus de Marx qui sont un peu plus autoritaires, on va dire. Voilà, et pour moi, justement, le socialisme, à l'époque, c'est le terme général qui mélange tous ces gens-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, hein, mais... Poulpe, des idées. De toute façon, c'est au milieu du 19e siècle qu'il commence à y avoir les grands mouvements ouvriers, commence à y avoir vraiment les premières révoltes, la révolte des canuts, ce genre de choses. Et ensuite, on voit l'organisation de la classe ouvrière, avec entre autres l'apparition des syndicats. Mais parce qu'avant, chacun était dans son coin, dans son champ, tout le monde travaillait dans des fermes, il y avait 40, 50 personnes par ferme. Et là, on est sur des milliers de personnes qui travaillent dans les usines. Du coup, les besoins changent, c'est ça que je comprends. Et donc, la mise en place de la gauche sociale, c'est quand même une réaction, même si ça fait mal à dire, mais c'est une réaction à ce nouveau pouvoir qui est détenu par les bourgeois. Ouais, bah complètement. Parce que finalement, enfin ouais, je sais pas, le concept de répartition des richesses, c'est Marx. Je pense que lui, là, ça a été le théoricien, quoi. Je pense qu'il y avait plein d'idées, un peu dans tous les sens, et c'est pour ça qu'il y avait, justement, il y avait de l'anarchisme et tout, c'était un courant. Je sais pas, moi j'ai vu un film qui s'appelle Le Jeune Marx, et que je recommande, qui montre comment Marx, en fait, il évoluait à travers ces sphères, un peu, tu vois, anarchiste, syndicaliste, etc. Et en fait, il se désolait un peu qu'il n'y ait pas un truc unifiant, quoi, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il a écrit le manifeste du Parti communiste. Et après, alors, il me semble que c'est lui qui a nommé le capitalisme aussi. Oui. En fait, c'est lui qui a désigné, c'était quoi l'ennemi, en fait. Et ça, c'est important, je pense, dans la gauche, de désigner c'est qui l'ennemi. Et lui, en écrivant le Capital, il a expliqué c'est quoi, en fait, ce système qui nous exploite, quoi. Parce que je pense que ça n'avait pas été théorisé avant, tu vois. Ben non, c'était plus le roi, en fait. Ouais. C'était plus le roi, c'était plus les nobles. Ouais. C'était plus l'aristocratie, donc ouais.
Et du coup, pour moi, c'est ça. J'ai mis 4 grosses étapes du développement historique de la gauche. C'est République, socialisme et après communisme, qui est en fait la mise en pratique des idées de Marx, en fait. Ouais. Alors, tu pourras peut-être parler d'anarchisme après, Mathieu, parce que moi, je vais parler de la Révolution russe, qui est la grosse mise en pratique de Marx, en fait. Et avec Lénine, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça marxisme-léninisme. C'est Lénine, lui, il a théorisé comment on fait une révolution, quoi. À partir des écrits de Marx, quoi. Là, faut savoir que là, on est en 17 à peu près. Pour replacer Ouais, à même peu près. avant, parce qu'ils ont Oui. tenté une révolution en 1905. Bien sûr. Je pense qu'il y a un truc, il y a un moment important aussi, à la fin du 19e et à la Commune de Paris, qui est en fait un moment où il y a ces espèces d'idéaux anarchistes et communistes qui sont pas encore très bien justement séparés, qui se mettent en place en fait, et on voit que en fait, c'est réprimé dans le sang, et ça influence beaucoup ce qui va se passer dans les années suivantes, c'est que eh ben, le pacifisme, ça marche pas. La Commune de Paris, ils sont soulevés à Paris, mais pas très pacifiquement, mais ils se sont écrasés par l'armée. Et donc, du coup, ça va influencer énormément dans les années qui suivent les mouvements révolutionnaires de gauche, en se disant qu'en fait, c'est pas possible d'être pacifiste parce que de toute façon, l'État va nous marcher dessus, quoi. Et c'est un truc qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est un moment important, en fait. Voilà. Il me semble que la Commune de Paris, c'était pas non plus des pacifistes forcenés, quoi. Non. Il y a eu des barricades, je pense qu'ils ont échangé des tirs, je pense qu'ils avaient des fusils. Ah, ils ont tué des généraux. Voilà, donc c'est pas les pacifistes de ouf. En fait, pour revenir à Marx, c'est que je pense que Marx, lui, non seulement il a désigné l'ennemi qui est le capitalisme, il a aussi mis en place l'objectif à accomplir, qui est la prise de pouvoir, tout simplement. Face au capitalisme, en fait, la seule option, c'est faut prendre le pouvoir, quoi. Mm. C'est un truc qui différencie vachement le communisme de l'anarchisme, quoi, tu vois. C'est il faut prendre le pouvoir, il faut installer un pouvoir. Il faut avoir l'organisation dans cet objectif-là, quoi. Dans l'objectif de prendre le pouvoir. Mm, mm. Ah oui, c'est ça, et on voit dès le début, en fait, c'est là où les mouvements se séparent, euh, c'est notamment Bakounine qui s'oppose à ça, et Bakounine dit qu'en fait, l'idée de Marx d'avoir un pouvoir autoritaire pour d'abord prendre le pouvoir, faire la dictature du prolétariat pour installer le socialisme et faire une transition vers le communisme, ça c'est une bêtise parce que une fois que les gens auront le pouvoir, ils le lâcheront jamais. Moi, j'ai envie de dire que l'expérience donne raison, Ouais. et c'est une grosse raison pour laquelle moi je me range du côté des anarchistes. Mais après, parce que vous parlez de prise du pouvoir, mais parce que moi, ce que j'avais compris, c'est qu'il y a le fait de récupérer les moyens de production. Parce qu'on mélange un peu économie et politique avec Marx, dans le sens où le pouvoir, il est à ceux qui ont le capital, justement. Et donc ceux qui possèdent les moyens de production. Et finalement, ça passe déjà par récupérer les moyens de production, devenir propriétaire de sa force de travail, ça on l'est forcément, mais de comment on l'utilise. C'est pour ça que moi je suis un peu perdu, puisque il y a le côté politique de prendre le pouvoir politique, mais il faut surtout prendre le pouvoir à ceux qui ont le capital et donc aux bourgeois. Donc il y a ce côté soulèvement du prolétariat qui a besoin de posséder les usines, de posséder les outils de travail pour ensuite imposer des meilleures conditions à la société. Ouais, en fait, Marx, il veut procéder par étapes. Ouais. Donc d'abord, il faut se saisir de l'appareil d'État. Et une fois c'est ce qu'il appelle la dictature du prolétariat, quoi. C'est plus les bourgeois au pouvoir qui doivent gouverner, c'est le peuple via la dictature du prolétariat. Et ça demande évidemment qu'il y ait un parti, une avant-garde éclairée, en fait, qui dirige pendant un moment, quoi. Pour installer ensuite ce que tu dis, c'est-à-dire L'État qui contrôle les moyens de production. oui, l'État contrôle les moyens de production et après on passe au contrôle de la production par les ouvriers, quoi. Et donc, c'est du socialisme. À l'époque, c'est défini comme du socialisme pur et dur. Ouais. Ouais. Et justement, c'est là où ils se séparent justement avec les anarchistes, où ils sont plus d'accord. Ouais, c'est ça, parce que le but de Marx, c'est que le socialisme, c'est une étape intermédiaire, où après on passe dans le communisme, et donc en fait cet état de communisme n'a jamais existé jusque-là. Personne n'a jamais passé l'étape suivante pour aller jusqu'au communisme. C'est l'utopie de gauche en fait, le communisme, où je sais pas s'il y a un état forcément, mais tout le monde a à manger selon ses besoins, et tout le monde participe. Comment tu disais, Poulpe, déjà ?
que tout le monde reçoit en fonction de ses besoins et donne en fonction de ses moyens. Voilà. Et en fait, je pense que le communisme, c'est un peu ça. C'est-à-dire que... Et du coup, les anarchistes sont... En fait, qui ont été appelés aussi des communistes libertaires, dans le Mm. sens où ils sont d'accord avec ça, mais c'est la manière d'y arriver. Ils pensent qu'il ne faut pas passer par le pouvoir, et il faut passer directement, en fait, à cet état un peu utopique, sans passer par cette dictature du prolétariat. Mais alors, c'est ça qui est rigolo. Moi, j'ai l'impression, vu de loin et à vous entendre, que tout le monde est d'accord sur la finalité et que finalement, on s'engueule juste sur comment est-ce qu'on y arrive. Bah ouais. Oui. Ouais. Ah, bien sûr. Mais c'est extrêmement frustrant, du coup. Passer par une autorité forte, c'est quand même un point non négligeable. Un gros sujet de désaccord entre les deux, quand même. Tu vois, moi je pense. Attention, je vais être polémique. Ah si. Je pense que les anarchistes, dans le fond, sont un peu naïfs de croire qu'on peut passer outre cette étape, en fait, de saisir l'appareil d'État, en fait. Parce que quand t'as un pouvoir institué, tu peux pas y échapper, ou alors t'y échappes juste à la marge, quoi. Et c'est... Mon avis, c'est que moi, les expérimentations anarchistes se font toujours à la marge. Il y a très peu d'exemples politiques où ça s'est fait à grande échelle, quoi, tu vois. Et c'est parce qu'il n'y a pas cette volonté de se saisir du pouvoir, quoi. Alors que le communisme, avec tout ce que ça a donné, lui, il s'est saisi du pouvoir, quoi, tu vois. Oui, mais je pourrais te retourner, du coup, enfin, pour me faire défenseur des anarchistes, que je suis pas forcément, mais c'est très naïf de penser que ceux qui vont prendre le pouvoir vont le rendre. Puisque Mm. c'est le prémisse de ce que tu dis. C'est on prend le pouvoir pour ensuite leur donner. Mais il n'y a aucune raison de leur donner une fois que tu l'as. Et on l'a vu, oui. Ouais, bah ça s'est jamais produit, hein. C'est vrai. Mais les deux se sont jamais produits. C'est-à-dire que toutes les expérimentations anarchistes, il n'y a rien qui est arrivé, pas encore de société anarchiste Oui. vraiment répandue sur la planète. Et toutes les sociétés qui ont voulu aller vers le communisme se sont arrêtées à une espèce d'autoritarisme de gauche. Jusque-là, on a tous fail, quoi. C'est ça. Ouais, triste affaire. Hein. Et ensuite, historiquement, je dirais que si les deux guerres mondiales en Europe ont mis un peu des entraves à cette histoire-là aussi, tu vois. Comment ça? C'est-à-dire. Quand il commence à y avoir des internationales et que les socialistes un peu d'Europe essayent de s'unir un peu, c'est un gros point de déconvergence de la Première Guerre mondiale, tu vois, par exemple. T'as le côté plutôt une sorte de pacifiste, je dirais internationaliste, qui essaye d'être défendu, et à côté de ça, il y a des socialistes au sens très large qui sont plutôt en mode non, mais là, va falloir suivre plus l'état fort actuel, quoi. Et ils abandonnent un peu leurs idées, on va dire, entre guillemets, le temps de la guerre, quoi. Et ça, pour moi, ça fracture un petit peu toute cette organisation un peu plus internationale qui commençait à se faire. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est aussi ce qui fait réussir la révolution en Russie. Je pense que la guerre a été très coûteuse pour le pouvoir du tsar. Elle l'a affaibli, Ouais. tu vois. Et je pense que c'est le moment opportun, en fait, pour qu'il y ait la révolution d'octobre en Et Russie. c'était Donc, plus sur le côté international du truc, moi, je parlais justement. Du coup, localement, en Russie, ça fait du bien, je suis d'accord sur cet aspect-là. Mais par contre, ça tue un ça fait peu. du bien. Non, mais je veux dire, Je sais pas, ça fait du bien. entraîne quelque chose, quoi. Ça a entraîné quelque chose. Alors que en France ou dans d'autres pays européens, ça casse le mouvement socialiste au sens large pour moi. Parce que ça montre des gros désaccords en cas de. Enfin, dans des périodes un peu plus compliquées, quoi. Ouais, je pense que ça l'a retardé. Mais après, il y a eu le Front Populaire et tout. Et justement, après, il y a l'entre-deux-guerres, Ouais, il y a l'entre-deux-guerres, justement. où aussi il y a pas mal de trucs qui influent énormément. Hein. Je pense que la montée du fascisme, c'est aussi un truc qui est important dans l'histoire de la gauche, c'est qu'il y a l'histoire de la droite, quoi. C'est beau. Plus la crise aussi de 29, qui fait que, en fait, comme ce qu'on peut voir un peu aujourd'hui d'ailleurs, c'est une crise économique, du coup, qui suit une crise sociale, qui fait que les gens commencent à prendre des positions plus extrêmes, donc certains qui vont justement aller vers le fascisme, et d'un autre côté, en France, par exemple, il y a l'émergence du Front Populaire. Mais alors, justement, moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a vraiment changé ou est-ce que le paysage politique, il est plutôt fixe? J'ai pas l'impression qu'il y ait eu de grands changements des notions et des valeurs qu'il y a encore aujourd'hui depuis 70 ans, quoi. Moi, je dirais que la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a été quand même vachement important pour la gauche, puisque comme l'URSS est un des grands vainqueurs de cette guerre, il ressort une espèce de prestige pour le communisme. Enfin, même à l'époque, c'est du stalinisme, hein, il y a vraiment rien de communiste là-dedans. Et du coup, beaucoup de communistes en France, qui ont notamment fait partie de la résistance, et qui sont considérés comme les vainqueurs, en fait,
ceux qui ont chassé les nazis, tu vois. Ça met en place le Conseil national de la résistance. Enfin, c'est quand même un des trucs les plus à gauche qu'on a eu dans notre histoire, quoi. Alors, c'est quoi exactement le Conseil national de la résistance? Pour moi, c'est un organe de pouvoir qui est mis en place. Il y a le gouvernement de Vichy et en face est créé le Conseil national de la résistance qui du coup, se veut être un gouvernement un petit peu aussi. Et vu que c'est nous qu'on gagne, on se retrouve à pouvoir appliquer les idées qu'il y a dans ce gouvernement, quoi. C'est un peu un programme de reconstruction, en fait. Mais du coup, dedans, il y a des mesures très socialistes, comme la création de la sécurité sociale, quoi. Et c'est d'inspiration communiste, et c'est parce que c'est les communistes qui sont armés à l'époque, et à 20% les élections, que ça se passe, en fait. Brosse Croizat, ouais, donc métallurgiste et cégétiste qui est mis, je crois que c'était ministre de l'économie ou ministre de la santé, je sais Travail. plus. Ah oui, non, travail, ouais. Et donc qui fait la protection sociale et comme d'habitude dans la gauche finalement, on n'arrête pas de voir que c'est des réponses à ce qui se passe en face, hein. Ouais, alors toi, tu dis réponse, j'ai envie de dire rapport de force, parce que c'est un terme super important, je pense. Hmm. Parce la gauche se bat toujours contre quelque chose, en fait. Eh oui. Elle se bat toujours contre un pouvoir bourgeois, contre le conservatisme, contre un statu quo, en fait. Il y a une espèce de statu quo. Voilà, il y en a, ils sont pour conserver l'existant, et la gauche est toujours là pour faire évoluer les choses, quoi. Dans l'histoire, c'est ce que Marx, en reprenant Hegel, appellerait la dialectique. Il y a toujours un dialogue entre des choses contraires qui se produisent, et c'est pas... les choses n'arrivent pas naturellement, c'est ça que j'ai envie de dire. Les choses se produisent pas naturellement, il n'y a pas une évolution naturelle vers plus de progrès social. C'est toujours quelque chose qui est arraché de haute lutte, en fait. Est-ce que tu veux dire que toute l'histoire de l'humanité n'est qu'une histoire de lutte des classes? Ouais, c'est un peu ça que je veux dire. Waouh. C'est beau. Non, et donc pour moi, à partir du milieu du XXe siècle, à partir des années 50, c'est quoi les grands courants de la gauche du milieu du XXe jusqu'à aujourd'hui? Il y a les anards qui sont de leur côté. Les anards, je pense qu'à ce moment-là, c'est quasiment inexistant en fait. Là, c'est vraiment, c'est-à-dire comme aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des groupes qui sont vraiment très marginaux. Je sais pas si on peut dire ça comme un mouvement principal des forces de gauche, quoi. Et encore, est-ce que l'anarchie c'est de gauche? Ça, c'est encore un débat. Ah, c'est encore on y ça va répond à dépendre la des fin. pays. On y répond à la fin? Ouais. Allez. Ouais, je suis pas si on y répond, on proposera. Mais alors, du coup, il nous reste quoi? Il nous reste les communistes et les socialistes. Et oui, on n'a pas parlé de ça aussi. Et le dernier point, c'est réformisme pour moi. Ah. Eh oui. Est-ce que Voilà. c'est les Et SOSDEM? du coup, On arrive aux SOSDEM? mais on va revenir un peu en arrière, parce qu'en Exactement. fait, ça vient c'est au début du 20e, du coup, qu'il y a quand même cette scission. Si je ne m'abuse. Pour toi, c'est quoi le point d'inflexion? Pour moi, le plan d'inflexion, c'était... Il y a un moment donné où Jaurès, qui est à l'époque le secrétaire général ou le chef de la SFIO, qui est donc le parti politique qui est un peu communiste et socialiste, et il y a une scission qui se fait, où il y a les socialistes qui partent d'un côté et les communistes de l'autre, non? Ouais, Et c'est pas ce les que j'avais dates. compris, ouais. Oui, le parti communiste vient de la SFIO. Le Parti socialiste aussi. Voilà. Et c'est justement Ouais. ce côté révolutionnaire réformiste qui va les séparer, puisque c'est ça. le PC est révolutionnaire et veut s'inspirer de ce qui se passe à l'est de l'Europe, là où les socialistes, ils veulent faire une transition plus douce en améliorant petit à petit, via différentes réformes, les conditions sociales. Tu disais, il n'y a pas eu trop de changements depuis les années 50. Hmm. Je pense qu'il y a énormément de changements. Enfin, je veux dire, il y a eu des révolutions communistes. Il y a la Russie, il y a la Chine, Cuba, Corée du Nord, Vietnam. Enfin, voilà. Et donc, il y a des gouvernements communistes en place. Les Khmers, c'est où? Je sais plus. C'est au Cambodge. C'est au Cambodge, les Khmers rouges. Et du coup, il y a tous ces gouvernements communistes. On voit bien que ça déconne, quoi. À partir des années 70, on remarque que ça déconne. À partir des années 70, c'est ce qu'on appelle la nouvelle gauche en France, qui est en fait un mouvement pour purger en gros la gauche du marxisme, en fait. Parce qu'avant, dans les années 60, quand on parle de 68 et tout ça, tous les étudiants qu'on entend, ils sont tous trotskistes, maoïstes. C'est ça, tous ceux qui sont bien à gauche, ils se battent en étant Voilà, ils se battent en étant des courants du communisme, en fait. Voilà. C'est quoi, en France, il y a eu... c'est un bouquin qui paraît, qui est l'Empire du Goulag. L'archipel du Goulag. L'archipel du Goulag. Ouais, c'est dans les années... Ouais, t'as raison, c'est un bon marqueur. C'est ça la réalisation, qu'en fait, ah ouais, parce que les gens n'étaient pas forcément au courant que le stalinisme c'était aussi autoritaire,
Enfin, aujourd'hui, tu vois, c'est documenté, mais à l'époque, ça filtrait pas. Forcément, ils contrôlaient aussi toute la communication. Effectivement, ce bouquin, c'est un bon exemple. Ça a déclenché plein de réactions, plein de personnes, alors de la future gauche de droite, j'ai envie de dire. Ça y est, ça balance. Et donc, si tu purges le marxisme, c'est forcément, on abandonne l'idée qu'on peut renverser le capitalisme. On doit le réformer, quoi. C'est rigolo parce qu'à cette période, il y a aussi au niveau syndical, du coup, donc il y a la CGT qui est créée en 1885. Après, il y a la CFTC, donc un syndicalisme chrétien. Et surtout, il y a CGTFO qui est créé parce que justement, il y a une branche de la CGT qui veut se purger de l'influence du Parti communiste sur la CGT. Et du coup, il crée ce syndicat de gauche non communiste, financé par les États-Unis à l'époque, pour justement vraiment faire la scission entre nous, on veut aider les travailleurs, mais on veut pas être communiste, quoi. Il y a vraiment ce nettoyage qui a lieu à ce moment-là. Et c'est intéressant parce que c'est un parallèle. Moi, je savais pas forcément, mais il y a vraiment, je pense que tout ce qui se passe, comme tu dis, dans les différents pays où il y a des révolutions et tout, ça fait peur à plein de gens, en partie aux bourgeois. Et du coup, on se dit, il faut qu'on soit de gauche, mais justement, pas trop énervé, quoi. Ludo, t'as des idées pensées sur le réformisme? Non, pas trop, je t'avoue. Voilà, le resporisme, ça m'intéresse. Réformisme, je reste ça au con. Non, mais j'ai envie de dire, avançons, parce que à partir du moment où il y a des réformismes, c'est-à-dire que c'est encore une fracture de la gauche. Bah, qui était déjà là. Mais c'est juste que du coup, la ligne révolutionnaire communiste, qui avait le vent en poupe au début du XXe, et aussi, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, parce que les communistes étaient dans la résistance, bah, elle prend un coup dans l'aile. Les expérimentations communistes, bah, ça marche pas aussi bien que Que la ça théorie. pourrait, quoi. Hmm. Et donc, forcément, bah, ça amène plein de gens à s'éloigner de ça et du coup, à aller vers le réformisme. Ouais, j'aimerais rajouter un truc aussi sur une période qui nous paraît vachement bizarre aujourd'hui, mais qui a existé, qui s'appelle les années de plomb, où il y avait plein de groupuscules révolutionnaires de gauche, mais violents, c'est-à-dire qui faisaient des attentats, qui séquestraient des personnes, qui faisaient des assassinats, même de grands patrons et tout, en activité dans les années 60-70, et qui étaient vraiment révolutionnaires, radicalisés, quoi, et qui passaient vraiment par la violence, et qui a peut-être quelque part contribué aussi à cette discréditation des idées les plus radicales, en fait. Même si, je pense, ça a été un peu utilisé aussi par la droite, parce qu'il y avait aussi énormément de groupuscules d'extrême droite, et bizarrement, on se souvient que que les extrémistes de gauche pendant ces années-là. Moi, j'avais l'impression que c'était les années 80. Oui, ça a duré jusque dans les années 80, hein, je pense. D'accord. 60, c'était plus l'Italie, je crois. 70, bah, c'était Allemagne et tout. France, c'est vrai que c'est Action Directe, c'est années 80. D'accord. Mais ça s'est vraiment arrêté dans les années 80, par contre. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, ça a contribué au fait que, bah, discréditer. Ouais, ça a été utilisé pour effectivement discréditer les mouvements d'ultra-gauche. Il y a aussi une autre date qui est importante, je pense, c'est 68. Ouais. Parce que quand même, il y a plein de thèmes qui aujourd'hui font partie de toute cette nébuleuse de gauche qui, en 68, démarre vraiment, quoi. Enfin, pour moi, tout ce qui est libération sexuelle, féminisme, ça devient des thèmes, voire l'environnement, quoi. Ça devient des thèmes... Ah ouais, l'écologie en 68. Dumont, René Dumont, dans les débuts des années 70, il est déjà à fond là-dessus. Ouais. Si on arrive aux années 80, il y a les réformistes qui arrivent au pouvoir. En fait. Ouais, voilà. On entre dans pour moi, ce qu'est la gauche d'aujourd'hui, en fait. Parce que Mitterrand... La gauche d'aujourd'hui, c'est Mitterrand. Mais non. Si, c'est lui. Il suscitait énormément d'espoir, en fait. Est-ce que c'était le grand soir? Est-ce que ça y est, c'était le grand soir en France? Pour la droite, ils avaient peur que les chars russes arrivent à Paris. Il y a le programme commun et il y a des communistes et tout, quand même. Donc, ils ont peur, eux. Hein. Dans la 5ème République, c'est la première fois que la gauche arrive au pouvoir. Du coup, énormément d'espoir. Ouais. Malgré un démarrage très à gauche avec des nationalisations de banques et tout. Vite fait, c'est la déception. Ça se Quoi. libéralise. Dès 83, il y a ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Et la gauche commence à trahir. C'était rapide. Et bah voilà, on est dans la gauche de maintenant. Les socialistes ont trahi et... Est-ce que c'est ça le réformisme? Est-ce que c'est la trahison en fait? Moi tiens, c'est une question que j'aimerais poser. Alors mais qu'est-ce que tu appelles trahison pour être explicite? Parce que je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on met derrière là, cette trahison en fait?
Pour moi, le réformisme, c'est on réforme le capitalisme. On veut pas changer le système capitaliste, mais on essaie quand même qu'il y ait plus d'égalité au sein de ce système. Et la trahison, pour moi, c'est que tu adhères carrément aux valeurs Mm. du courant idéologique du capitalisme qui s'appelle le libéralisme, en fait. Mais donc finalement, les politiques mises en place, elles sont pas aussi anti-libéralisme que ce qu'on espérait. Et c'est ça la trahison. C'est le fait que il y ait pas cette lutte contre le capitalisme et que les gens ils pensaient avoir une révolution et ils ont juste eu des réformes molles. Ouais, mais c'est même pire que ça, je pense, c'est qu'on accompagne le libéralisme. Ça, les 2 premières années, c'est un peu contre, et puis après, dès qu'il y a le tournant de la rigueur, on accompagne totalement, ouais. C'est là où la gauche se perd, quoi. C'est-à-dire, enfin, elle se perd en fait parce qu'elle a abandonné en fait ce qui faisait une de ses valeurs constitutives, quoi. Qui est normalement, on lutte contre ça, on lutte contre le capitalisme, quoi. Parce que sinon, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui reste après si tu refuses de lutter contre le capitalisme? Il reste ce qu'on appelle le sociétal, quoi. C'est-à-dire des valeurs morales, quoi. Mais la gauche, c'est pas que morale, quoi, tu vois. Moi justement, je me demandais parce que vu qu'on n'arrête pas de dire que la gauche s'est définie comme des luttes, un contre-pouvoir, mise en place du rapport de force, le fait que la gauche arrive au pouvoir, est-ce que on s'est dit bah ça y est, l'État-providence est là? Et donc, il y a eu peut-être moins de lutte. Et c'est pour ça que la gauche s'est perdue, parce que finalement, il n'y avait plus ce qu'on appelle les bases, donc les militants de terrain qui ont poussé dans le sens en se disant non, mais c'est bon, ils vont le faire à Paris. C'est le début de la déchéance du syndicalisme. Il y a eu des grandes vagues de syndicalisation après la guerre, en 68, mais en 80, c'est vraiment le début de la déchéance et les travailleurs ne sont plus impliqués dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Est-ce que ça part de là ou est-ce que... Moi, je pense qu'il y a eu des mobilisations, mais c'était pendant les cohabitations, donc avec des ministres de droite. Ouais, c'est la grosse douille, quoi. Je pense que tous ces trucs-là, les tournants de la rigueur, en fait, Mitterrand, c'était un libéral et tout ça, ça a été analysé a posteriori, moi. Hein. Sur le moment, on se rend pas forcément compte. Et ça me rappelle quand François Hollande a été élu, tu vois, où je m'intéressais plus à grand-chose, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est les socialistes au pouvoir, ça va bien se passer, quoi, tu vois. Et effectivement, je pense qu'il y a une espèce d'endormissement. Comment dire, ce qui fait qu'on est arrivé à la situation actuelle, bah finalement, il y a eu un discrédit de la gauche socialiste, en fait, parti socialiste, et l'émergence de nouvelles forces à gauche, en France en tout cas, plus radicales, quoi, tu vois. Et peut-être déjà depuis Mitterrand, c'est-à-dire que de plus en plus de gens qui se sont dit, en fait, on peut pas faire confiance aux politiques, on peut pas leur laisser le truc parce qu'à chaque fois, bah, ils font tout foirer, quoi. Et je pense qu'il y a déjà ça qui est parti dans les années 80, ou dans les années 90, c'était le mouvement altermondialiste, par exemple. Et aujourd'hui, on a les mouvements anticapitalistes, Black Bloc, tout ce qui est les soulèvements de la terre, etc. On a toute une frange de la gauche, de ce qu'on appelle peut-être l'ultra-gauche, etc., qui sont des gens qui ne croient plus, dont moi, hein, au fait que si on gagne les élections, les choses vont changer. Et qu'en fait, on peut s'organiser en dehors des partis politiques. Il y a une déception, en fait, de ce que les partis politiques ont fait dans les dernières 50 années. J'ai envie de dire aussi du côté syndicalisme, un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a aussi une déception sur, bah en fait, les syndicats, ils sont là, et puis ils sont pépères, et puis il n'y a rien qui change, et donc on fait tous des manifs le 1er mai, mais bon, ça change rien. Et donc, on part sur d'autres modes d'action, on part sur d'autres modes d'organisation, où il n'y a pas forcément de partis politiques, et il y a plein d'expérimentations qui se font plus ou moins à la marge. Enfin, plus ou moins à la marge, il y a quand même des mouvements, on a vu dans les années 2010, il y avait les mouvements des places, que ce soit les Indignados, jusqu'à la loi travail, qui sont des trucs où il n'y a pas de parti, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de syndicat. Les gilets jaunes, plus tard, qui sont encore autre chose, quoi. Et donc là, il n'y a plus tous les trucs qui sont gérés par des partis politiques ou des syndicats. Bah, moi, ça a été très longtemps un argument de dire... avant, je disais que je votais pas ou que je votais blanc, parce que de toute façon, tout se pourrit, quoi. Un petit peu, la solution n'est pas dans les politiciens. Je pense que c'est ça aussi qui fait que, en découvrant le syndicalisme et le militantisme de travailleurs, hein, ça a un petit peu changé ma perception de comment faire changer les choses, parce que voter pour une personnalité politique, pour moi, ça a toujours été une connerie. Alors, même si les événements récents ont fait que je me suis mobilisé et que j'ai appelé à voter et voter contre l'extrême droite, peut-être pas déconner non plus, il y a quand même des choses qui ne doivent pas passer.
Mais j'ai l'impression que tout le reste du spectre politique, en vrai, ça change pas grand-chose. Que ce soit des Sarkozy, des Hollande ou des Macron, de toute façon, c'est toujours pire après qu'avant. Donc finalement, à quoi bon, quoi? À quoi bon voter pour des idées politiques? Autant les mettre en place nous-mêmes, quoi. Enfin, maintenant, je pense que il y a vraiment eu le truc. Putain, on peut pas faire confiance aux politiques. Donc, on va faire les choses nous-mêmes, altermondialisme, etc. Et maintenant, il y a une espèce de. Le pouvoir en place est tellement radicalisé que même ça, c'est plus toléré, tu vois. Les mouvements sociaux sont réprimés violemment et tout. Et du coup, il y a vraiment, je pense, un désarroi profond. En mode, bah, ça, même ça, Mm. ça marche pas, tu vois. Donc, comment on fait pour changer les choses, tu vois? Il y en a qui se résignent, hein. On est dans une situation compliquée d'être de gauche en ce moment, je pense, tu vois. Moi, perso, je pense toujours qu'il faut se saisir enfin, faut se saisir du pouvoir. Je pense il y a que par là que ça marche. Et donc, le vote est une des modalités pour le faire. Et aussi, je pense que la gauche, mine de rien, en France, c'est renouvelé, quoi. C'est plus la gauche de droite qui trahit. Enfin, si on prend la France Insoumise ou même le NFP, quoi, c'est quand même une gauche un peu plus combative, je dirais, qu'avant, quoi. Sûr qu'avant, Jospin avait laissé un petit peu avec les 35 heures, il y avait encore un peu d'espoir pour certaines personnes. Ouais, c'est ça. Mais après Hollande, Oui. Hollande, il a mis le dernier clou dans le cercueil des illusions de la social-démocratie. Et Valls, on rappelle que Valls est théoriquement de gauche. Bon, il semblerait qu'on soit arrivé au temps présent. Ah bah, il me semble. Bah, je pense qu'on en parlait déjà, mais. Non, mais voilà, il Ouais, me semble moi qu'on a aussi, fait le tour. Alors, finalement, la gauche aujourd'hui, enfin, le côté contre-pouvoir de la gauche, en fait, il est là depuis le début. Mais par contre, je suis surpris par le côté socialiste qui est arrivé bien après. Mhm. La gauche, à la base, est pas socialiste et elle a mis une cinquantaine, une soixante-dizaine d'années avant d'être socialiste. Et ce côté socialiste, il arrive en réponse à l'exploitation capitaliste. C'est fou. Ouais, je pense que c'est un bon résumé. Ouais, bah, et du coup, c'est ce qu'on disait, c'est la gauche dépend du contexte. Mhm. Ouais. Et alors, est-ce que je peux enchaîner sur la gauche d'aujourd'hui? Oui, c'était une transition que j'essayais de faire, en effet. pense que Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, j'ai l'impression que, pareil, la gauche se doit d'intégrer de nouveaux combats. Les autres discriminations, tu vois, qu'elle doit prendre en compte, discrimination de race, discrimination de genre, orientation sexuelle. Maintenant, la gauche, ça doit être intersectionnel, qui grâce à des mouvements sociaux, d'ailleurs, ont réussi à porter leur voix, quoi, tu vois. Donc maintenant, tu peux plus juste être, voilà, une gauche à l'ancienne, où c'est uniquement le social qui est déterminant, etc., quoi. Je pense que c'est un des trucs qui fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de scission qui se fait à ce niveau-là. On revient pour ce qu'on disait au début sur les valeurs de la gauche, l'universalisme versus le nationalisme et le progressisme versus le conservatisme. On s'aperçoit que des fois, tout va pas toujours ensemble. Et par exemple, il y a des espèces de mouvements de gauche populistes aujourd'hui qui sont moins forts sur le côté universalisme et progressisme, dans cette espèce de justice sociale pour les travailleurs, mais on n'est pas forcément ouvert, par exemple, à la lutte contre les autres discriminations, ou par exemple à l'accueil des étrangers. Ça culmine aujourd'hui en Allemagne, le parti de Sarah Wagenknecht, qui était une membre du parti de gauche, qui a fondé son parti il y a un an, qui a des succès électoraux de fou, où elle est quasiment pro-Poutine, elle est anti le soutien militaire à l'Ukraine, et elle est très anti-immigration, en se positionnant comme de gauche. Mais du coup, c'est difficile de la mettre sur un échiquier droite-gauche. En France, on a Roussel qui est un peu là-dessus. Bon, Ruffin, je dirais, un peu quand même moins, mais quand même un petit peu. Faut voir comment ça va se développer. Ouais. Moi, je regarde un peu. Mais je suis assez content qu'en France, ça a pas l'air de prendre trop, tu vois. C'est des candidats quand même qui restent au niveau vote, c'est confidentiel, quoi. Et en France, on a la France Insoumise qui a quand même choisi justement d'être à l'intersection, quoi, des luttes, et qui remporte, alors, je dirais pas des succès parce qu'ils ont pas gagné encore, mais en tout cas, ils progressent toujours dans l'électorat, quoi. En tout cas, par rapport au mouvement de gauche en Europe, ils sont quand même très forts. On n'a pas gagné encore, mais pour moi, c'est parce que je faisais le constat quand même que alors les mouvements sociaux ça marche pas, et puis le gouvernement de gauche ça marche pas, donc qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, moi j'ai quand même un petit espoir qu'à un moment la masse se range derrière ses idées, quoi, tu vois.
C'est déjà des mouvements de masse en France. Pas sûr, hein. Je ne partage pas ton espoir, hein, mon pauvre Laurent, hein. Bah, d'où l'espèce de côté matérialiste d'essayer de mettre des gens un peu plus de gauche au pouvoir pour en fait avoir moins d'entraves à faire plus de progrès derrière. Mais c'est pas toujours, ça marche pas Bien sûr, toujours. c'est toujours plus facile de manifester ou de lutter quand il y a un pouvoir au moins un peu plus à gauche en face, quoi. Ah oui, je voulais rajouter l'écologie aussi. Maintenant, pour les gens sérieux, j'ai envie de dire, c'est établi que c'est le capitalisme qui est responsable de l'écocide, quoi. Si tu es contre le capitalisme, t'es obligé de prendre l'écologie dans tes préoccupations, quoi. C'est pareil, c'est une critique du capitalisme, en fait. Sans parler de capitalisme, je pense que l'écologie c'est un truc de gauche dans le sens où en fait il faut considérer la planète dans son ensemble. Quand je dois penser aux gens de l'autre côté de la planète qui vont ressentir en fait les conséquences de ce que je fais aujourd'hui, je dois avoir une espèce d'empathie. Donc là, on vient sur cette espèce de notion d'universalisme et aussi de voir les choses à long terme. L'écologie, il faut voir les choses à long terme. Si tu es dans le progrès individuel à court terme, l'écologie, tu t'en fous. Mais si tu penses global et si tu penses long terme, et pour moi, penser global et penser long terme, eh ben, c'est des trucs de gauche. Ouais, bah c'est Ludo qui parlait de dézoomer. Après, je suis pas sûr que lancer sur l'écologie maintenant, ça soit une bonne conclusion. Parce que Ouais, Ouais, on ça va parler on va en parler une autre fois. Est-ce qu'on passe au jeu? Ouais, j'ai des T'as questions. des questions? Alors attends, le prémisse du jeu. Le jeu des boîtes, On parle de certains sujets et on doit se positionner en pensant si c'est de gauche ou si c'est de droite, avec des arguments plus ou moins fallacieux. Bon, on l'a pas inventé. Non, on l'a hein, pas inventé, mais Ouais, qu'on a ça existait pratiqué dans des états d'ébriété Ouais. avancés, et que l'objectif Ouais. c'est pas forcément, c'est juste de s'amuser à réfléchir comment on perçoit les choses et savoir si c'est de gauche ou de droite par rapport à nos valeurs à nous. On n'est pas là pour la nuance. On n'est pas là pour la nuance. Ouais. Alors vas-y Laurent. Est-ce que l'anarchisme c'est de gauche alors? Direct. ouais, Bah ouais. oui et non. En fait, ça dépend. Pour moi, Ah, c'est ça un y est, truc il est de nuancé. gauche. Ah, Ah, il a mais perdu. si on prend la gauche et la droite comme des groupes pour accéder au pouvoir, en fait, dans le fait qu'il y a un État et pour prendre le pouvoir de l'État, du coup, l'anarchie s'inscrit en dehors de ça parce que veut l'abolition de l'État. Ouais. Par contre, si on prend la gauche comme ce qu'on disait, des vastes espèces de valeurs, d'universalisme, de constructivisme, d'égalité, etc., alors pour moi, oui. Je pense que c'est de gauche l'anarchisme parce que en fait l'anarchisme de droite ça n'existe pas. Il y en a qui essayent de vendre ça en mode c'est libertarien, c'est-à-dire en gros liberté totale quoi. Ça ne prend pas en compte le fait On vit dans une saucisse. que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et en gros, au final, c'est assez essentialiste comme idéologie parce que c'est genre, bah, s'il y a des égalités, on fait avec quoi. C'est comme ça. L'anarcho-capitalisme, là, ce qui n'est pas du tout de l'anarchisme, Ouais. c'est ce que les gens pensent que l'anarchisme est, c'est-à-dire la loi de la jungle. C'est bon, on a bien niqué le jeu là. Parce que là... Ouais, je suis Bon, d'accord. en train de me dire ça aussi. Alors, moi j'en ai une. Est-ce que être fonctionnaire c'est Ouais. de gauche? Ah oui. Ah, pas mal. Est-ce que travailler pour l'État c'est de gauche? Enfin, tu veux dire la fonction de fonctionnaire. Ouah, de la travailler fonction pour de l'État. fonctionnaire, qu'est-ce qu'il dit? Bah, ouais, je dirais ouais, parce que t'es au service du commun, quoi. T'es au service d'un truc qui te dépasse, là. Faut dézoomer. Mm. T'es pas là pour bosser pour ton petit avancement personnel ou l'avancement de quelques personnes sous forme d'actionnaire, quoi. T'es là pour servir le peuple. D'accord. Comme les militaires par exemple. D'accord avec ça. Alors, les militaires, je dirais qu'ils sont plus là pour défendre. Alors, ils sont là pour défendre le peuple, mais ils sont aussi là pour défendre les frontières. Ouais. La police, alors, si tu préfères. À la police, ils sont clairement pas pour Ah défendre bah le si, peuple. c'est hein, même leur Mais fonction les principale. fonctionnaires. C'est les fonctionnaires. Oui, mais en théorie, ils sont là pour défendre, mais dans la pratique, non. Ah, bah ça dépend, Tu Laurent. justifies un peu trop, Laurent. Bon, Donc fonctionnaire, ça va, c'est de on gauche? s'égare. Fonctionnaire, c'est de gauche. Sauf les policiers. Ouais. Je me désolidarise. Parce qu'on a quand même, on a besoin de mettre en place des syndicats dans la police et tout. Ah, mais j'ai une question, moi. Est-ce que le syndicalisme, c'est de gauche? Ah oui. Ça, c'est le syndicalisme. Ah, il faut Ouais, parce qu'il y a des syndicats de patrons. Il y a quand même plus de syndicats de droite que de gauche en France, hein. Oh, mais lesquels sont les plus puissants? Eh. Où tu veux revenir? Alors, moi, je dirais que c'est comme de gauche. Je pense que s'organiser en syndicat et s'organiser pour influencer le pouvoir, c'est de gauche. Ouais, se regrouper en général. Oui, mais alors le MEDEF. Mais on n'est pas là pour faire la nuance, on avait dit.
Oui, mais il y a des syndicats, ils sont clairement pour influencer à droite, quoi, tu vois. Je suis bien d'accord. Hein. Et même la CFDT, j'ai envie de dire. Bref, autre épisode. Alors, j'ai une question beaucoup moins sérieuse. Est-ce que les plantes vertes, c'est de gauche? Ah, J'aime bien, c'est j'aime ça que bien. j'attendais, moi. Mais vous voulez pas répondre, en Attends, fait. faut réfléchir quand même. C'est pas une petite question. Moi, je pense que les plantes vertes, C'est c'est de les droite. plantes Hein. Je vertes. pense avoir des plantes vertes chez soi, c'est de droite. Ah non. Avoir des plantes vertes, c'est pas la même chose que les plantes vertes. Ah non, mais Alors, non, mais t'es en train de me demander si les végétaux sont de droite. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est exactement ce que Ah, ce que C'est je pense. exactement Ah la d'accord, question. pardon, excuse-moi. Ah, est-ce qu'elles sont droites? Ah, moi je pensais c'est Ouais, avoir moi des plantes aussi, vertes voilà, ouais. chez soi, ouais. Bah non, alors, c'est justement, bah, vous interprétez la question. C'est est-ce que les Oui, plantes oui. vertes... Ah ouais. Avoir des plantes vertes chez soi, c'est un peu de Aucun droite, sens. je pense. Pourquoi tu parles de chez Que faut soi? C'est avoir- pas le sujet. Mais je pense qu'avoir des plantes vertes chez soi, c'est de gauche. Mais... Ah non, non. Non, mais là, pas du tout. Ah Mais non. bon, pourquoi? Attends, je suis. Parce que pour moi, il faut avoir le temps de s'en occuper. Et donc, si t'as le temps, c'est quelque part, t'es pas pressuré par le système capitaliste, que tu puisses assurer ta survie. T'es pas trop pressuré pour ça, donc t'as le temps de t'occuper de tes plantes vertes, donc t'es plutôt un bourgeois ou petit bourgeois, donc t'es de droite. D'accord. Ouah. Je sais que c'est faux, hein, je sais que tout le monde a des plantes vertes, je pense. C'est long. C'est long, je déteste les plantes vertes. Je veux dire, il y a des pauvres qui ont des plantes vertes, je pense. Wow. Mais est-ce que être pauvre, c'est de gauche, Laurent? Moi, je suis pas sûr. Être pauvre, c'est de gauche. Oui, c'est de gauche. Moi, j'en ai un autre. Est-ce que les trottinettes, c'est de gauche? Ah, j'aime bien. Ah non, pour moi, c'est vraiment Est-ce qu'un l'expression. véhicule de transport individuel avec de Ouais, l'électricité, exactement. Ouais, c'est alors. c'est de gauche? Ah, trottinette électrique, Bien sûr. tu parles. C'est plus drôle. J'ai Excuse-moi. pas précisé. Oh, c'est ma mais faute. s'il te plaît, passe au 21e siècle. Il y a tellement de trottinettes à louer par des boîtes privées que, ouais, moi, ça me fait penser à un truc de droite direct. Non, mais même, Moi c'est la aussi. quintessence de Moi, ça l'individualisme, fait la aussi. trottinette. Eh, Donc mais c'est de droite, bien de droite. c'est sûr. Ouais, De droite. Après, d'un autre côté, est-ce que tu vois souvent des bourgeois sur des trottinettes électriques? Ah, je pense, à Paris, je pense qu'il y en a plein, ouais. Moi, c'est vrai que c'est plus des prolos que je vois sur trottinette électrique. Dans mon quartier, en tout cas. Mais, Donc, du coup, le fait qu'ils Oui, prennent mais ça alors- au lieu d'une bagnole. Mais je pense que c'est pas le vrai truc. Je pense que les gens prennent pas une trottinette à la place d'une bagnole. faudrait voir les Je pense stats. que les gens... Et c'est pour ça que c'est un truc que c'est les prolos. Que les gens prennent ça au lieu d'aller à pied. Pas au lieu d'aller en bagnole. Si t'as une bagnole, tu continues à aller en Prendre bagnole. des transports en commun à la Ouais, rigueur. je suis pas d'accord. Je sais pas, j'habite pas dans une grande ville. On invitera des citadins la prochaine fois pour en parler. Est-ce que les hippies, c'est de gauche? À notre époque, Alors, les hippies des Voilà. années 70 ou les hippies actuels? vous avez une question. Ah, je dirais de tout temps, hein. Ah, je pense que c'est pas Ah. les mêmes. Hein. Ouais, alors peut-être Ah. de maintenant. Parce que c'est vrai que dans les années 70, si c'était politisé, c'était contre la guerre du Contre la Vietnam. guerre, pour la libération sexuelle. Ça, c'était bien de gauche. Mais maintenant... Maintenant, je dirais de droite, en tout cas. Maintenant, Maintenant, je dirais de droite. l'appropriation culturelle, tout ça. Je dirais surtout apolitique, donc de droite. Oui, c'est ça en vrai, oui. C'est pas pour l'organisation C'est combative. Très individualiste. Bon, et est-ce que faire un podcast, c'est de gauche? Ah, je pense, hein, ça coûte pas cher. Hein. Je pense que c'est un peu de droite. Ça coûte pas cher. C'est vrai. Pas si convaincu, moi. Pas sûr, hein. Pas sûr, mais bon. J'entends. Écoute, on va essayer de le rendre de gauche le plus possible, je pense. Mais je pense qu'à la base, hein, faire un podcast, c'est plutôt de droite. Hein. Ouais. Et sur ce... Et Et voilà. voilà. Et c'est comme ça qu'on termine ce premier épisode Eh oui. où on parle de la gauche. Bah écoute, j'espère que tout le monde a appris 2-3 choses. J'espère que ça va permettre à certaines personnes de s'intéresser un petit peu aux différents sujets et aux différents gros mots qu'on a dit. Parce que c'est un peu le but principal quand même, c'est que les gens s'intéressent et s'emparent des idées de gauche. Bah écoutez, en attendant, on se souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt. Et puis, on se retrouve peut-être À au prochain bientôt. épisode. Bientôt.